Sunday Night Production. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste pour cet épisode où nous allons parler de notre santé et plus particulièrement comment bien gérer son stress post-confinement. Vous avez été des milliers à écouter l'interview avec Guillaume Martin, mais aussi l'épisode de la semaine dernière consacré au matériel. Épisode que j'ai co-animé avec Jean-Philippe Ferreira et je tenais tout simplement à vous remercier pour vos nombreux messages d'encouragement. Pour la partie santé, et nous permettre de mieux comprendre comment bien gérer son stress post-confinement, j'ai l'immense plaisir de co-animer cet épisode avec une personne que vous connaissez sans doute déjà, puisqu'elle est connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mange tes légumes. Il s'agit de Camille Pic, naturopathe dans la vie. Mais qu'est-ce que la naturopathie ? La naturopathie est un ensemble de pratiques issues de la tradition occidentale visant à préserver et optimiser la santé globale de l'individu, ainsi qu'à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens naturels. La naturopathie prend en considération tous les aspects de la personne et cherche à agir non pas sur les symptômes, mais sur la cause. Le naturopathe est donc un éducateur de santé qui enseigne le fonctionnement du corps et comment en prendre soin de façon naturelle. Le naturopathe tient compte des différentes interactions entre les plans physiques, mental, émotionnel et spirituel. Parmi les techniques naturopathiques, nous allons aborder des sujets comme la nutrition, la gestion du mental et du stress, l'exercice physique, l'hydrologie, la réflexologie, les techniques manuelles et la phytologie. Naturopathe dans la vie, Camille fait du vélo et a été l'été dernier finisheuse de la Race Cross France 300 km. Avec Camille, nous allons vous donner à travers cet épisode toutes les clés pour bien gérer son stress post-confinement. Et notamment, comment accepter la situation que nous vivons et surtout, comment se prendre en main. Vous aurez donc toutes les clés pour rebondir et vous adapter à la situation. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Salut Arnaud, écoute, ça va super et toi ? Écoute, tout va bien. J'ai hâte d'échanger avec toi et surtout que tu nous partages toutes les astuces pour cette période justement un petit peu difficile, mais en même temps en pleine d'espoir. Et pour commencer cet épisode, je vais d'ailleurs parler de mon cas personnel, d'une de mes angoisses, qui est d'ailleurs en même temps totalement en phase avec le thème d'aujourd'hui, et peut-être aussi avec certains auditeurs. Enfin, il y en a même deux pour être totalement transparent. J'ai une angoisse qui est à l'idée de me retrouver en fait à nouveau dans des endroits qui sont un peu surpeuplés ou bondés de monde. J'ai notamment des transports en commun avec la SNCF à faire et je crains un peu, j'angoisse un petit peu à l'idée de me retrouver comme ça dans des espaces réduits avec plusieurs personnes. Et une autre angoisse qui est vraiment importante chez moi, c'est que on a vécu une année quand même qui a quand même été tournant dans l'histoire de chacun et du monde, je pense. Et je m'interroge sur l'impact sur le stress, cette accumulation de stress qui a pu avoir en tout cas sur mon corps, mais que j'ai, dans mon subconscient ou en tout cas que je n'ai pas forcément conscience et j'attends de toi effectivement que tu nous donnes quelques astuces par rapport à ça. Et comment je pourrais répondre à ces angoisses, Camille ? Je te rejoins entièrement. Je pense qu'on a vécu une année qui était ultra stressante, très différente de tout ce que l'être humain a pu connaître ces dernières années. L'être humain a connu des guerres, mais pas forcément des pandémies et des confinements très récemment. C'est vrai qu'il y a cette peur des autres, il y a la peur de tomber malade, on peut aussi avoir peur de retourner au travail. C'est autant d'angoisse et d'anxiété qui s'ajoutent à tout ce qu'on vient de vivre en fait. Moi, je pense que le premier pas vraiment pour répondre à nos angoisses, c'est l'acceptation. L'anxiété, elle est au cœur de notre identité en tant qu'être humain. On pourrait presque se dire que en fait, tout ce que notre esprit fait au long de la journée, c'est de planifier des scénarios sur la survie de nous-mêmes. Bon, de temps en temps, on pense un peu à la reproduction, mais globalement, on est quand même des créatures qui ne pensent qu'à survivre. L'anxiété, elle est au cœur de ce qu'on est. Et bien sûr, suivant les personnes, il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la différence entre une personne souvent très anxieuse ou une personne qui l'est beaucoup moins, c'est souvent l'acceptation. Alors sur l'acceptation, je te rejoins Camille, c'est que il y a eu beaucoup de déni de la part de beaucoup de personnes à l'arrivée en fait de ce virus, notamment en février-mars, où on pensait tous qu'en fait le virus allait rester à la frontière.
ne franchirait jamais la frontière et resterait bien loin de nous. Et puis en fait, on a pris cette vague, on l'appelle la vague, hein, voilà, on l'a tous pris de plein fouet mi-mars, où on est passé en une semaine à l'annonce d'un confinement très strict. Moi, je me souviens, j'étais sur une épreuve qui devait relier Cannes à Londres, et on était tous les cyclistes que l'on était, persuadés qu'on allait franchir la Manche sans aucun problème, en fait, et que ce petit virus nous empêcherait pas d'aller jusqu'à Londres. Et puis, une fois qu'on avait passé Lyon, on s'est retrouvé dans l'interdiction d'avancer, d'évoluer, et surtout dans la consigne de rentrer chez nous et d'y rester. Donc, ça a été très, très violent, très, très violent, et donc, cette acceptation a été difficile pour beaucoup, je pense. Complètement. Moi, pareil que toi, hein, juste avant le premier confinement, j'étais à Paris, j'étais à Vélo in Paris à ce moment-là, et je pensais que tout allait bien et que c'était juste une petite grippe. Hein, et puis on nous l'a dit aussi. Enfin, il y a eu toutes ces informations à trier. Le cerveau humain, il aime la certitude, il aime les faits. Et là, c'était compliqué en fait. Et du coup, nous, on a quand même un biais où on se dit non, quand même, ça va bien se passer, on va survivre. Et du coup, voilà, il y a eu une montée d'anxiété, je pense, au moment où on s'est tous retrouvés le premier jour enfermés chez nous. Et aujourd'hui, on la vit encore au quotidien. Et en fait, vraiment, la clé, je pense que c'est de se dire que la situation actuelle, elle est telle qu'elle est. On n'a pas forcément d'emprise sur ce qui est en train de nous arriver. En tout cas, dans le cadre global de la vie humaine, on peut que se recentrer sur les choses qu'on va pouvoir changer. Toi et moi, tu vois, on n'est pas forcément les personnes les plus recommandées pour trouver un vaccin. Mais c'est vrai que, par contre, de par nos parcours et de par les plateformes qu'on porte, on peut encourager les gens à bien manger, à être en bonne santé, à essayer de faire de ce confinement quelque chose de positif. On peut aussi essayer de les inspirer, de redonner le moral à quelqu'un. Et je pense sincèrement que chacun, à son échelle, peut agir, même si on sort d'un confinement qui était compliqué. On peut faire des choses pour les autres. Et souvent, faire des choses désintéressées, c'est la meilleure façon aussi de sortir de son petit singe dans la tête interne comme ça qui crée cette anxiété, quoi. Donc toi, ce que tu nous conseilles, Camille, la première phase, on va dire, c'est une phase d'acceptation qui sera aussi on va dire, salvatrice pour notre santé mentale. Ça va faire énormément de bien à notre santé parce que le mental va être dans cette phase d'acceptation. Mais on peut tout simplement aussi, et tu l'as souligné, c'est se prendre nous-mêmes en main. C'est le chapitre que l'on va voir après, mais ça commence déjà par être responsable. Exactement. Et je pense que la responsabilité, au-delà de ce qu'on va faire pour soi-même, hein, c'est aussi ce qu'on fait pour les autres. Je pense que dans cette crise sanitaire, on est tous acteurs, on a tous une responsabilité. C'est vrai qu'on nous le rabâche, mais porter son masque, respecter les gestes barrières, c'est pas seulement se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres et être un acteur vraiment actif dans la lutte aujourd'hui contre la propagation du virus. Eh ben écoute, déjà tu as répondu, tu vois, à une de mes deux angoisses, hein, qui était de savoir comment j'allais pouvoir gérer ça. Donc je vais appliquer les conseils que tu nous as donnés pour notre santé mentale, c'est-à-dire d'accepter la situation et de se recentrer sur ce que je peux changer dans mon quotidien. Et puis on a commencé à l'évoquer, c'est être responsable, se prendre en main. Là c'est pareil. Quels conseils tu peux nous donner qui peuvent avoir un impact sur notre santé ? Moi, je pense qu'on a tous la responsabilité d'être son propre guide. C'est vraiment, il faut se voir à la fois comme son propre parent et son propre enfant. La première chose, pour moi, quand on se prend en main, c'est vraiment de prendre le temps d'examiner ce qui se passe en nous. Ça peut être de la méditation, mais pas forcément. En fait, pour moi, méditer, c'est pas forcément se poser 1 heure sur son coussin, chanter des mantras. Je pense qu'il y a d'autres façons de méditer, mais pour ça, en fait, il faut accepter quand même d'accepter de poser son ordi, de poser son téléphone ou de poser son livre, le podcast qu'on est en train d'écouter ou de poser ce qu'on est en train de boire. Simplement rester assis tout seul, sans rien faire et faire le point en fait sur sa qualité de vie réelle. C'est un truc qu'on fuit toujours. Et avec l'arrivée, je pense, d'Internet, c'est quelque chose qu'on fuit d'autant plus. On sait plus ce que c'est de s'ennuyer. Et pourtant, l'ennui, c'est ultra riche comme émotion, c'est vraiment quelque chose de très introspectif, ça peut faire un peu flipper, c'est normal, mais arriver à s'ennuyer, c'est aussi un moment qu'on a privilégié pour examiner et la vie qu'on mène actuellement, et ça peut même venir la bousculer. Une grande examination comme ça de ce qu'on traverse, ça peut venir
conduire plein de changements, ça peut nous amener à quitter nos relations ou à en construire des nouvelles. Ça peut aider à mettre des limites avec certaines personnes ou à mettre des limites dans son travail. Ça peut nous aider complètement quand on prend le temps de regarder ce qu'on fait, à reconduire la façon dont on bosse. Peut-être qu'on bosse trop, peut-être qu'à l'inverse, on met pas assez d'intensité si on envisage d'autres choses plus tard d'un point de vue carrière. Ça peut être aussi un moyen de voir si on s'entraîne suffisamment ou peut-être pas assez. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'entraîner? Est-ce que c'est de la motivation? Est-ce que c'est du matos? Est-ce que, voilà, on peut réévaluer tout ça et on peut aussi profiter de cet instant pour regarder comment on mange, prendre le temps de manger, de mastiquer, de regarder ce que la nourriture fait à notre corps. C'est aussi ultra important, quoi. Enfin, tout ça pour te dire, moi, je pense que la première responsabilité qu'on a, c'est de s'offrir du temps avec soi-même. Et si on doit s'offrir un truc, voilà, c'est vraiment ce temps à soi pour examiner tout ce qu'on est en train de vivre, parce que la vie, ça passe quand même super vite, donc il faut prendre du temps, quoi. Donc, comme tu nous l'expliques, moi, je suis totalement en phase avec ce que tu dis, puisque je reconnais avoir oublié, on va dire comme ça, en tout cas, de ne pas prendre le temps ces derniers mois, justement, de faire ce 360, parce que c'est comme faire un 360 sur soi-même, pour regarder effectivement ce que l'on fait bien, ce que l'on fait moins bien, ce que l'on pourrait mieux faire, et surtout, qu'est-ce qui, vers quoi on a envie d'aller, quel est l'objectif de vie. Ça aussi, c'est important, et de pouvoir se poser, se déconnecter pendant 1 heure. On a tendance effectivement à fuir. Pourquoi ? Parce que très souvent, on se retrouve en face de soi-même. On se pose des questions qui peuvent déranger parfois, ou en tout cas qu'on essaie de fuir généralement. Est-ce que tu as quelques exercices ou quelques conseils, Camille, pour débuter dans ce genre de méditation ou en tout cas d'introspection ? Alors, il y a 2 exercices possibles auxquels je pense. Le premier, si vraiment on souhaite méditer à la dure, c'est-à-dire sans musique, sans application, sans bruit, sans rien. Moi, je visualise quelque chose. C'est qu'en fait, je suis une montagne dans ma visualisation et je suis là, je suis ancrée. Il y a strictement rien qui peut me faire bouger. Je suis la montagne et toutes les pensées qui passent, j'accepte qu'elles passent, mais en fait, c'est juste des nuages. Et on peut s'imaginer, moi c'est une montagne, mais tu peux imaginer que toi, par exemple, tu es le soleil et que tu es là, tu rayonnes, tu existes et de toute façon, peu importe le nombre de nuages qui passent devant, à la fin de la journée, toi, tu es toujours le soleil et tous les nuages, ils seront partis. Pour vraiment s'ancrer et voilà, réfléchir à tout ça, c'est laisser passer ça. Si on veut partir, donc 2e exercice dans une méditation un peu plus introspective, dans ce cas-là, c'est souvent intéressant de prendre un carnet. Moi, c'est vrai que je remplis énormément. Je pense que noter ce dont on a envie, ce qu'on pense, ne serait-ce que vraiment prendre un crayon, un papier et mettre à plat, ça aide énormément à nettoyer le cerveau. Moi, je vois ça comme des fois une purge. Il y a un exercice que j'ai beaucoup pratiqué il y a quelques années, c'est effectivement de prendre un carnet et de noter tout ce qui te traverse dans l'esprit, mais au lever. C'est-à-dire que effectivement, je me levais un peu plus tôt que le reste de la famille, mais c'est aussi des moments très intéressants parce que tu prends le temps de te faire un bon thé, tu t'installes confortablement et là tu écris effectivement sur un carnet toutes les pensées qui te traversent. Il y a certains jours ça va durer 5 minutes et un autre jour ça va être un peu plus long et c'est intéressant de les relire plus tard parce que ça te donne une indication en tout cas des messages qui au lever peuvent conditionner ta journée. Donc cet exercice-là est effectivement très intéressant et très pratiqué d'ailleurs. Ouais. Complètement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut tous bénéficier. On peut aussi se servir de l'écriture pour venir explorer. Moi, ça m'arrive. Alors c'est un peu plus intense et faut être prêt à le faire. Moi, souvent, en fait, quand j'ai vraiment la trouille de faire quelque chose ou quand il y a un truc qui vraiment me chagrine et je sais pas ce que je dois faire, je me dis si tu viens à faire cette chose, quel est le pire scénario possible ? Et j'écris le pire scénario possible. Et souvent, je me rends compte en l'écrivant et je me dis, de toute façon, à la fin, ça se termine très rarement par je meurs. Donc, du coup, je me dis, si je peux survivre à ça, même si j'ai vraiment la trouille, mais que ce soit, je sais pas, dire un truc à ton boss si t'en as un, ou avoir une discussion compliquée avec ton conjoint ou ta conjointe, ou dire un truc à tes parents parce que, tous les trucs vraiment qui nous pèsent au niveau relationnel ou même professionnel. Hein. Tu te rends compte qu'effectivement, c'est pas si terrible finalement. Exactement. Et affronter vraiment sa peur juste à l'écrit, entre soi et soi-même, sans renvoyer le scénario à quelqu'un d'autre, je trouve ça parfois très très libérateur aussi.
Et est-ce que tu as déjà pratiqué ou tu conseilles certaines fois de faire ce moment, en fait, cette prise de rendez-vous avec soi-même dans un lieu où il y a plusieurs autres personnes? Ça peut être une salle d'attente, ça peut être, je sais pas, dans une rame de train où tu sais que tu as 3 heures de voyage. Est-ce que parfois, avec des oreillettes qui te permettent de bien t'isoler du reste du monde, avec pourquoi pas une musique également qui te permettent un peu de t'évader, est-ce que c'est quelque chose qui peut se pratiquer? Complètement, et je pense qu'en plus le voyage, la notion de mouvement, c'est un super moment justement pour pratiquer ça. Il y a même, après c'est marrant, il y a même des auteurs qui n'aiment écrire que dans les avions parce qu'ils savent que c'est le seul moment où ils seront pas interrompus parce que il y a pas de réseau internet et en général il y a personne qui vient te parler pendant 15 000 ans quand t'es assis. Et du coup, c'est pour moi les moments de voyage, je te rejoins, c'est toujours des moments privilégiés pour avancer sur soi-même. Moi, je sais que dans le train, par exemple, tu vois, je prends le train toutes les semaines. Il m'arrive parfois de poser ce que je suis en train de faire et de regarder par la fenêtre ces paysages défiler. Et je trouve que ça me permet de faire ce fameux voyage, mais aussi presque de voyager intérieurement, tu vois. Complètement. Alors, on a parlé de méditation, d'introspection. Est-ce qu'il y a d'autres techniques pour avoir une santé mentale, j'allais dire plus performante, pas forcément, mais en tout cas qui nous permettent de se prendre en main dans la période que l'on vit actuellement? Oui, je pense que les premiers exercices là qu'on a évoqués sont vraiment dans le cerveau. Après, un être humain, c'est un cerveau et un corps. C'est un tout. Et la deuxième chose pour moi hyper importante, c'est de venir inclure en fait une pratique sportive douce dans sa routine quotidienne. Je pense que ça, pour bien gérer son stress et son anxiété, c'est hyper important. On en avait déjà parlé, mais moi j'ai découvert le yoga vraiment pendant le premier confinement et c'est devenu une part vraiment intégrante de ma vie. Je pense que voilà, je pratique pas énormément, je pratique 10-20 minutes par jour, je pratique vraiment avec une prof une fois par semaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéfices à mettre son corps en mouvement avec un programme doux parce que tu vas en même temps venir réveiller tes muscles, tu mets en marche le péristaltisme, donc c'est vraiment les contractions musculaires qui permettent aux aliments de progresser le long du tube digestif. Donc c'est vachement bon aussi pour tout mettre en mouvement sans commencer la journée par un gros café qui est hyper acidifiant et tout. Faire un petit peu de mouvement, ça aide à mettre les choses en marche aussi. Bah, disons qu'on a tous le réflexe, c'est vrai effectivement au saut du lit de prendre son smartphone, de regarder ses notifications, donc tout de suite c'est avec une tasse de café en plus, tu vois, donc c'est pas vraiment l'idéal. Et il faut arriver à mettre en place ces routines du matin. Il y a aussi des routines le soir, bien évidemment, mais des routines du matin qui ont vraiment des effets très très positifs sur la santé, très clairement. Exactement. Et l'avantage d'une petite routine matinale, mais pas très longue, hein. Moi, je suis pas forcément partisane du Miracle Morning et de venir racler sur ses heures de sommeil pour accomplir plein de choses entre 4h et 6h du matin. Ouais, 5h du matin, c'est tôt. 5h du matin, 4h du matin, alors là, on rentre dans une autre philosophie, un autre rythme de vie, parce que tu peux te lever à 4h du matin, c'est quelque chose qui peut se programmer mentalement, mais ce qui veut dire que la routine du soir doit également être très exigeante. Exactement. Donc si on est prêt, c'est vrai que si on est prêt à se mettre au lit à 19h, aucun problème. En revanche, et souvent on a une vie sociale et une famille, et on aimerait bien quand même, je pense que le sommeil c'est ultra important. Donc c'est bien de se lever un petit peu plus tôt pour faire des choses. Après, je pense qu'en ne serait-ce que 20 minutes, on peut très bien se lever, prendre 5 minutes pour écrire un peu dans son journal, prendre 10 minutes pour faire des étirements, si c'est pas du yoga, mais voilà, vraiment se mettre un petit peu en mouvement et se dire les 20-30 premières minutes de ma journée, elles vont être réservées à accomplir quelque chose pour moi. Et ça, c'est un sentiment hyper agréable parce qu'on n'a même pas commencé encore sa journée, on n'a pas allumé son téléphone, on n'a pas fait couler son café, qu'on a déjà en fait fait quelque chose pour soi d'hyper important. Et on peut se laisser happer par le reste de la journée par la suite, mais on a toujours cet ancrage avec soi-même dans les 20-30 premières minutes de la journée. Et ça, moi, je trouve ça super positif parce que ça nous ouvre en fait à tout ce que la journée, elle va apporter ensuite. Alors ça, effectivement, pour l'avoir testé sur une assez longue période,
ça a un effet sur ton moral, sur ton bien-être général, qui est hyper important. Parce que tu as la sensation d'avoir fait énormément de choses dans la journée, d'avoir été très efficace, et forcément, tu es beaucoup plus enthousiaste que le reste du temps où tu te laisses enfermer dans une routine, elle aussi, mais qui n'est pas aussi dynamisante que d'avoir un réveil effectivement tôt où tu fais beaucoup de choses au calme en plus. Au calme, ouais. Complètement. Et je pense, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui ont jamais testé, c'est vraiment, moi, je trouve un truc, tu le fais une fois, tu vois les bénéfices directement dans ta journée. C'est pas quelque chose que tu as besoin de faire pendant des semaines avant de te dire, ah, quand même, ça marche, quoi. Là, c'est un truc, c'est bénéfice instantané, quoi. Alors, il y a aussi un bénéfice qui peut être instantané, puisqu'on a parlé de la phase d'acceptation qu'il était nécessaire d'avoir pour ensuite avoir une phase pour se prendre en main. Il y a aussi quelque chose qui est important, puisqu'on a tous vécu un confinement, même deux pour certains très exigeants, et il y a forcément un impact, puisqu'on nous dit toujours, tu sais, il est important d'avoir quand même un accès à l'extérieur pour la lumière, prendre le soleil, c'est bon pour le moral. Comment ça se passe aujourd'hui? Je veux dire que là, on a passé 4-5 mois de l'année sur cette année 2020 à l'intérieur. Il y a forcément eu un impact. Comment pallier à ça et amener de la lumière dans sa vie? Ouais, alors ça, je pense que c'est super, super important. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est vraiment vital pour nous en tant que créature, quoi. C'est que, en fait, on a besoin d'être dehors. Et aujourd'hui, on a des tafs qui nous le permettent pas forcément. Quelqu'un dans un bureau passe au moins 80% de sa journée en intérieur. Hors confinement, hein. C'est une stat. Voilà, 80% de ta journée, elle est dedans. Donc, moi, je sais que voilà, je fais le maximum justement pour essayer de quand même équilibrer un peu plus ce score. Donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est profiter de ma pause déj pour aller m'oxygéner, pour marcher ou pour manger dehors sur un banc. C'est quelque chose qu'on peut faire à peu près partout. Moi, j'ai bossé pendant 12 ans à Paris. Je trouvais toujours un petit coin pour aller manger tranquille. Hyper important d'essayer de se dire la pause déj, même si c'est qu'1 heure ou même si c'est 30 minutes, on peut quand même en profiter pour aller s'oxygéner un peu. Et puis en plus, l'après-midi, quand on sort, elle est quand même plus simple si on a été s'aérer un petit peu entre midi et 2, quoi. Alors tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai fait et dont j'ai gardé l'habitude pendant le confinement, c'est d'aller marcher effectivement dans l'heure qui nous était autorisée après le déjeuner. Et ça fait énormément de bien. Ta journée, effectivement, ensuite, est totalement différente. Tu sais, t'as pas l'effet, après le repas, très souvent, un petit peu où tu te sens un peu endormi, ou bien évidemment, le système de digestion se met en marche, donc prendre de ton énergie, et donc le fameux coup de pompe ou la sieste d'après-repas, tu ne l'as pas, puisque tu as été aéré, tu as été oxygéné, tu as pris l'air, et tu te sens beaucoup mieux pour attaquer ta seconde partie de journée. Vraiment. Exactement. Après, un autre truc qu'on peut faire aussi pour avoir de la lumière, c'est vrai qu'en ce moment, il y a peu de lumière naturelle parce que le jour se lève tard et se couche tôt. Les lampes de luminothérapie, ça marche vraiment, vraiment super bien. On en trouve pas mal, par exemple, chez Nature et Découverte. Le mieux, c'est de la mettre à son bureau en face de soi. Moi, je connais beaucoup de collègues qui l'utilisent et c'est vrai que ça fait énormément de bien aussi. Surtout si les bureaux sont sombres, peu éclairés, ça fait un bien fou. Je pense qu'il y a pas pire, il y a pas pire effectivement que de travailler dans un bureau sombre. C'est affreux. Je pense que ça a un impact sur ta vie en général énorme. Ah ouais. Moi, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois et c'était des grands hangars. En plus, il faisait un froid mais de canard, quoi. Et je suis pas restée très longtemps. J'étais en stage, j'ai dû rester 6 mois. Et je m'en rappelle encore comme une période très très triste et très très noire, mais sans raison apparente, mais juste parce qu'on voyait pas la lumière du jour de la journée, quoi. Donc les actions que tu nous as parlé sont des actions sur lesquelles presque physiques, hein, aller marcher, acheter une lampe de luminothérapie pour avoir un effet sur le corps, mais il y a aussi des choses plus spirituelles. On a échangé sur ça en préparant l'épisode et il me semblait que c'était important que tu puisses le partager également. Ouais, je pense qu'on peut amener quand tu vois, tu disais amener de la lumière dans sa vie, je pense que la lumière, on l'amène aussi au travers des gens. Et c'est hyper important, en particulier dans les contextes qu'on vit actuellement, qui peuvent être stressants, qui peuvent être
anxiogène de s'entourer de gens qui sont lumineux, de gens qui sont positifs, de gens qui essayent de voir le bon côté des choses et qui essayent de le partager. Je pense que ça peut faire aussi une différence énorme dans sa vie au quotidien, et à l'inverse, et ça vaut aussi en fait pour tout ce qu'on consomme comme contenu médiatique, hein. Je pense que c'est pas la peine de regarder des chaînes de news en continu. On peut aussi se dire que si vraiment on tient à s'informer par ce biais-là, c'est une fois par jour. Et le reste du temps, on peut aussi lire d'autres choses qui n'ont pas trait à l'actualité. On peut lire des bouquins, regarder des films qui nous inspirent, qui nous donnent envie de sortir, de découvrir le monde, de faire du sport. Moi, je sais que mon meilleur ami m'a offert il y a quelques années le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. C'est pas du tout mon auteur préféré, mais par contre ça c'est un petit bouquin et c'est vraiment que des petits contes pour devenir un guerrier de la lumière. C'est magnifique, enfin là rien que de t'en parler j'ai la chair de poule. Ouais, je l'ai lu également. Ma compagne me l'avait offert et je l'ai lu, et ça fait partie des livres que tu gardes toujours pas très loin, tu vois. Exactement. Et je pense que c'est un super cadeau. Tu vois, moi c'est vraiment un super cadeau qu'on m'a fait et je pense que ouais, c'est un truc que tout le monde devrait lire et offrir à quelqu'un au moins une fois, quoi. Alors moi je suis totalement en phase avec ce que tu dis, hein. Tu dis s'entourer de gens lumineux et positifs, ça peut faire la différence. Moi je vais juste aller un peu plus loin, c'est que ça fait la différence. J'enlève le mot ça peut, tu vois. Ça fait la différence par expérience. C'est quelque chose de très très important, c'est d'arriver à identifier les gens qui ne te poussent pas vers le haut en fait, qui ne te font pas grandir. Dans le temps, c'est des gens qui de toute façon ne seront plus sur ton chemin de vie. Donc restons avec des gens qui sont effectivement positifs, surtout dans cette période. Ça permettra à chacun de s'évoluer et de grandir bien plus rapidement. Et pour la lecture, je confirme, c'est un super livre, et donc n'hésitez pas à le lire, vous en sortirez avec une belle philosophie en tout cas. Il y a un autre livre que peut-être que tu pourrais partager sur tout ce qui est alors ça peut être le thème, hein, amener de la lumière dans sa vie de par la lecture. Alors après, en santé plus généralement, moi j'avais lu un bouquin, c'est pas de la naturopathie, c'est de la médecine ayurvédique. C'est Deepak Chopra qui est un médecin américain d'origine indienne, super connu. Le bouquin s'appelle Santé parfaite. Et c'est vraiment, enfin c'est une autre approche de la santé, mais c'est pareil, c'est génial, c'est ultra intéressant. Super bien écrit, et moi c'est vraiment c'est le bouquin qui a, je pense, complètement changé ma vie et ma conception de m'alimenter et de prendre soin de moi. Enfin voilà, ça a été une belle révélation, quoi. Et l'autre bouquin, alors on parlait justement de nos petites routines matinales et de ce qu'on aimait faire, et en fait il y a un livre qui s'appelle Daily Rituals qui est écrit par un auteur qui s'appelle Mason Currey. Et en fait, c'est vraiment, il est allé donc soit interviewer, soit retrouver des infos sur comment plein de grands artistes, auteurs, musiciens construisaient leur routine. Donc ça va de la vie de Picasso à celle de Beethoven, d'Agatha Christie, de Mozart, mais aussi de Warhol. Et c'est hyper rigolo, quoi. Enfin, moi j'avais vraiment aimé le lire. Et dans la même ambiance, après j'arrête parce que j'adore les livres, mais t'as les bouquins de Tim Ferriss. Ah oui, Tim Ferriss, bien sûr. Tools of Titans, et le deuxième, s'appelle Tribe of Mentors. Et là, vraiment, il va interviewer des top performers. Donc, t'as Schwarzenegger, t'as Warren Buffett, il me semble, t'as Tony Robbins. Enfin, vraiment, t'as des anciens Navy SEAL. Et voilà, et c'est les routines en fait de tous ces gens-là. Ils leur posent plein de questions, mais hyper rigolotes sur les dernières choses qu'ils ont achetées, qui ont complètement changé leur vie ou leur santé, etc. Et c'est dingue. Tu comprends aussi pourquoi certaines personnes sont aujourd'hui au niveau où elles en sont, parce qu'en fait c'est des disciplinés de folie, quoi. Ouais, il y a pas vraiment de hasard. Bon, c'est vrai qu'il y a un livre qui m'a énormément apporté. Ça s'appelle Wild. C'est sorti il y a plusieurs années, mais c'est l'histoire d'une personne en fait qui part faire le Pacific Trail Crest, c'est ça. Donc qui en fait c'est un chemin de randonnée qui relie la frontière canadienne à la frontière mexicaine. Et pendant toute cette marche, qui est très très longue, hein, puisque ça fait 1700, je crois 1800 km à pied, il y a vraiment tout son parcours et toutes les réflexions qu'il peut avoir, et comment elle se transforme fur et à mesure en fait de son aventure, hein, qui est très personnelle, mais en tout cas c'est un livre que j'offre moi
aux personnes qui me sont chères, parce que je trouve que c'est une très très belle histoire, et ça rejoint un des passages que l'on a évoqué, c'est-à-dire s'entourer de gens positifs et amener de la lumière dans sa vie. Voilà, je voulais te partager ça. C'est vrai que moi je l'ai lu aussi, je trouve que c'est un livre magnifique, et ils avaient fait un film avec Reese Witherspoon, si je dis pas de bêtises, qui est aussi très chouette. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est marrant parce que pour moi c'est un livre qui est très féministe. Ouais. Tu vois, c'est profondément féministe. Du coup, je trouve ça hyper chouette que toi, ça t'ait touché aussi, parce que je me disais, bon, c'est peut-être très lié à une expérience de femme, mais en fait, non, c'est juste un très bon livre. Mais au moment où je l'ai lu, tu vois, ça n'avait pas forcément d'impact, mais en tout cas, ouais, ce livre m'a vraiment marqué. Ça fait partie des livres qui sont toujours, tu vois, dans les 10 bouquins qui sont pas très très loin, toujours de toi, que tu as envie un chapitre que tu as envie de lire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes livres sont paraphés, notés, soulignés, surlignés. Je ne peux pas lire un livre sans un crayon à papier à côté de moi. C'est juste pas possible. J'ai besoin, peut-être pour que ça m'imprègne d'autant plus, de surligner, de noter des passages que je trouve très inspirants. Pareil que toi. Sinon, j'ai l'impression que je retiens pas, en fait, que ça me touche, mais que je retiens pas. Donc, tu vois, encore, les maniaques des carnets, quoi. Exactement. Tu vois, sur le podcast Ultra Talk, je fais un parallèle, mais j'ai eu la validation de pouvoir avoir une interview avec la personne, où quand j'ai créé ce podcast, je me suis dit un jour, je veux avoir cette personne sur ce podcast et échanger avec elle. Et bien, après 2 ans de podcast Ultra Talk, j'ai réussi à rentrer en contact avec elle, et donc j'ai eu l'accord. Et donc, logiquement, au moment où cet épisode va sortir, l'épisode avec cette personne ne devrait pas tarder non plus. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris ses bouquins, et la première chose que j'ai regardé, c'est quel passage j'avais surligné. Tu vois ? Quel passage j'avais surligné qui m'avait marqué pour justement rentrer dans ce côté inspirationnel avec elle, et qu'elle puisse m'expliquer en direct pourquoi elle l'a écrit, dans quel moment elle l'a ressenti. Donc voilà, je pense qu'on aurait peut-être dû faire un podcast sur les bouquins finalement. Peut-être. Écoute, le prochain, voilà, on sait ce qu'on fait pour la suite. Parce qu'il y a plein de trucs. Non, mais c'est vrai que c'est super, hein, ça fait vachement voyager, je trouve, de lire. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup Camille pour cet épisode, pour tous les bons conseils que tu nous as donnés. J'ai déjà hâte d'être au prochain. Je te remercie et je te dis à très bientôt. À bientôt Arnaud. Bye.